Alors commençons tout de suite avec cette chronique et nous nous dirigeons vers Mercure. Il n'y a eu que 2 missions qui ont été à destination de Mercure et qui l'ont visité. Mariner 10, la première, et Messenger, qui est plus récente. On va parler aujourd'hui de Mariner 10. Alors, Mariner 10, à la base, étonnamment, j'étais surpris quand j'ai préparé ma chronique, elle a été prévue pour visiter uniquement Vénus. C'est seulement lors de la planification de la trajectoire de la mission que les ingénieurs de la NASA, en fait, se sont rendus compte qu'avec seulement quelques ajustements, la sonde pourrait atteindre Mercure. On va voir un petit peu comment. Alors la sonde, qui est relativement légère, dans les environs de 500 kg, va être lancée le 3 novembre 1973. Alors, juste après son lancement, une douzaine d'heures environ après le décollage, elle va prendre quelques centaines de photographies du système Terre-Lune, notamment pour calibrer ses instruments. Elle va également survoler Vénus pour commencer le 5 février 1974 à 5794 km d'altitude seulement, avant de se diriger vers Mercure. Pendant son transit entre les planètes, la sonde va étudier l'environnement interplanétaire et prendre des mesures sur les vents solaires et les champs magnétiques. Alors son survol de Vénus va notamment permettre d'utiliser l'assistance gravitationnelle de la planète pour pouvoir ensuite se diriger vers Mercure. Lors du survol de Vénus, la sonde va utiliser son spectromètre ultraviolet pour étudier l'atmosphère de Vénus et va découvrir qu'en réalité, toute l'atmosphère de Vénus se déplace beaucoup plus vite que la planète elle-même en termes de rotation. Le 29 mars 1974, le premier survol de Mercure est effectué avec un passage à 700 km d'altitude. Ce passage va notamment permettre de découvrir que Mercure possède un champ magnétique. Alors, c'est un peu la stupéfaction parce que les scientifiques ne pensaient pas qu'il en existait un. En effet, la théorie prévoyait en fait que pour avoir un champ magnétique, une planète devait d'une part avoir un noyau actif et d'autre part une rotation planétaire importante, très rapide. Or, pour Mercure, c'est exactement l'inverse. D'une part, elle a une rotation qui est très lente sur elle-même, et d'autre part, elle ne semble pas déceler, elle ne semble pas avoir de noyau actif, car sa surface d'apparence très lunaire est donc très ancienne, et ne semble pas avoir connu d'épanchement volcanique périodique ancien. Lors de ce premier survol, 2300 photos vont être prises. Le 21 septembre 1974, le deuxième survol est effectué à une distance un petit peu plus grande, 48 000 km environ, et va permettre de cartographier environ 45% de la surface de la planète. Alors, durant les 3 survols, on ne pourra pas cartographier plus de surface de la planète, étant donné qu'elle présentera toujours la même face au Soleil durant les 3 survols. Alors, 750 nouvelles photos vont être prises durant ce deuxième survol, seulement parce qu'en fait, il va y avoir un problème technique avec l'enregistreur embarqué. Enfin, le dernier survol, le 16 mars 1975, à 327 km d'altitude, va avoir pour objectif d'étudier de manière détaillée le champ magnétique de Mercure tout juste découvert. On va découvrir notamment qu'il ne s'agit pas d'une conséquence des vents solaires, mais qu'il est généré par la planète elle-même. C'est donc une confirmation. Ce dernier survol va permettre la prise de 450 photos en haute résolution. Finalement, le 25 mars 1975, Mariner 10 ne dispose plus de carburant pour pouvoir manœuvrer. Les scientifiques décident alors de clore la mission. 8000 photographies vont être prises en tout par la petite sonde, dont 4000 de Vénus et 3500 au total de Mercure, dont également quelques centaines de la Terre et de la Lune, comme on l'a parlé tout à l'heure. Merci Mathieu pour cette chronique, ça nous en apprend un peu plus sur cette planète Mercure.